On va parler un peu de la France, et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, Rima Hassan, eh bien en fait elle aime les juifs. Elle aime les juifs au point que quand elle était jeune, son mec était un juif, et même, elle apprenait l'hébreu en cachette, et même, elle voulait se rendre en Israël en cachette. Eh oui! C'est un retournement de situation absolument incroyable. En fait, Rima Hassan aime tellement les juifs qu'il a dû lui arriver une couille pour que maintenant elle les déteste à ce point. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo-là. Avant ça, on va regarder un petit peu des trucs d'ingénieurs, hein, comme d'habitude, d'ingénieurs et de migrants, et on se plongera dans cette grande révélation du 21e siècle, qui est l'amour de Rima Hassan envers les Juifs. Ouh là 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 là, la grande révélation, j'attends vraiment la vérité, et le fin mot de cette histoire, vous allez voir. Bref, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des ingénieurs fraîchement débarqués, on dirait, des ingénieurs français, hein, qui représentent l'Hexagone et toutes ses fiertés. Bref, on va pas s'infliger ça plus longtemps, hein, ça ne sert à rien. Zuckman et France TV, un drame en 5 actes. L'arc Thomas Legrand et Cohen montre comment le service public est utilisé par le PS avec nos impôts dans leur guerre contre la droite. Zuckman arrive et lance sa Zuckmania avec notre argent sur le service public qui multiplie ses reportages et émissions. L'acte 3, c'est CNews, qui montre ensuite que le PS et Legrand détournent l'argent public à leur profit et travaillent avec Ernotte pour attaquer la droite. Dans l'acte 4, on a Piketty, donc c'est Thomas, je crois, qui menace d'arrêter les gens qui refuseraient de payer la taxe Zuckman, érige son mur de Berlin qui met fin à l'arc Zuckman. Et dans l'acte 5, la Cour des comptes annonce la faillite de France TV. Voilà le drame en 5 actes entre Zuckman et simplement France TV. On a ici John Donoren qui nous dit il manque le député qui veut sa propre taxe MDR. C'est absolument incroyable. Oh, la France, encore une fois, notre beau pays. Quand je vois des choses comme ça avec les petites collusions qu'il y a entre le Parti Socialiste, les journalistes de France TV et derrière des économistes à moitié pipés comme ça, là, comme Zuckman qui vous pondent une taxe. Et, ah oui, mais c'est bien, on va prendre des sous. Oui, d'accord, sauf que vas-y, pour prendre des sous, tu fais comment en fait? Parce que c'est ça le problème pose pas. Eux, ils voient les résultats, mais les résultats sur le papier, les résultats dans la réalité, eh bien, sont très, très, très différents. Je vous invite à aller sur le site, vous tapez sur internet arnaque Zuckman, vous allez tomber sur un site qui a été fait par Sarah Knafo. Euh, Merde, il est où son truc? Elle l'a mis ici. Non, elle l'a pas mis dans son post. Ah non, elle en a fait un thread. Voilà, elle en a fait un thread qui est très complet là-dessus. Mais en gros, si on doit regarder un peu la taxe Zuckman, c'est une taxe, hein, voilà, qui doit donc pour ceux qui ont plus de 100 millions de patrimoine, on va leur prendre 2%. Donc 2%, c'est pas énorme, hein, bien entendu. Sauf qu'en général, les gens qui ont 100 millions de patrimoine n'ont pas les 2% dans leur poche, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bref, donc je vous mets le lien du coup de ce thread complet si vous voulez le regarder. Il est très très complet, il est très intéressant. Elle nous a bien décrit tout simplement la taxe Zuckman, etc. Et les risques qui nous tomberaient sur la gueule si jamais c'était vraiment appliqué. Bref, si vraiment c'est appliqué, je pense que la France, on peut tirer un trait dessus, honnêtement. Parce que je vois pas, à moins de la retirer, je vois pas du tout comment la France peut se relever avec ce genre de taxe de communiste à la con. Bref, je vous mets le lien de ce thread si jamais ça vous intéresse pour avoir un peu plus d'éléments. C'est très intéressant. On va pas s'attarder ici parce que ce serait beaucoup trop long. Et puis, il y a Rima Hassan qui va bientôt arriver. Eh oui! Ici, on a quoi d'autre? Ah oui! J'avais oublié ça. Oui, oui. Ça va être bien pour le truc d'après qu'on va voir. Emmanuel Macron est apparu très amical avec le leader syrien Ahmed Al-Shara, donc l'un des anciens de l'État islamique, hein, une des anciennes grandes têtes de l'État islamique qui est plus ou moins à l'origine, enfin à l'origine non, mais qui est plus ou moins de mèche avec ceux qui ont fait les attentats en France. Et pourtant, on a Emmanuel Macron qui lui serre la main, qui le bise. C'est vraiment la honte, hein. Il n'a aucune honte. Regardez ça. Sorry. Comment vas-tu? Merci, Président. Merci d'être là. Pardonnez-moi de vous faire attendre. Voilà, donc il lui dit merci président d'être là, pardonnez-moi de vous faire attendre. Donc tu t'excuses à un terreau de le faire attendre à un rendez-vous présidentiel. Déjà, comment un terreau est président, et ensuite de ça, comment tu peux. Enfin, je sais pas. C'est. À un moment, c'est même plus vraiment surprenant quand on voit tout simplement ce que fait Macron, mais là, c'est quand même.
On est quand même monté dans un stade. Après la poignée de main à l'Élysée, il y a eu la poignée de main tout sourire dans le siège, enfin dans l'ONU directement, dans l'assemblée de l'ONU. Et là, on a dans les petites salles un peu annexes, une poignée de main, une accolade, un bisou, avec un ancien terreau, quoi. Incroyable. Merci d'être là. Et il dit merci d'être là, vraiment, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour passager monsieur. خطابنا الوحيد لهلا فمضطرين نمشي تاخرنا شوي احنا من حضركم. Écoute ce que je te propose. Peut-être Et en plus, il dit je te propose, écoute ce que je te propose. on peut se voir en tête à tête. On peut se voir en tête à tête. Et quand le protocole devra t'appeler, ils viendront te chercher et on s'adaptera. Ne t'inquiète pas. Ils s'organisent, nos protocoles viendront te chercher et t'extraire. Viens. Sorry. Aïe aïe aïe. C'est la honte. Je vous le remets, hein, tellement c'est succulent. Comment vas-tu? Oh, j'en reviens pas à mes yeux de ce que je vois quand je vois ce genre de... Dans quel monde on vit pour assister à ce genre de scandales. Ici, on a un truc intéressant, je vais vous le mettre comme ça. Écoutez ça, c'est Alain Juppé qui nous dit, par rapport à l'islam, que quand on dit que l'islam n'a pas sa France, c'est nier la réalité. Oui, sur l'islam, Ça passe en France, pardon. c'est très intéressant votre chapitre, et notamment un court passage où vous évoquez la compatibilité de l'islam avec les principes de la République, et vous faites parler Tarek Obrouk, que vous connaissez très bien, et quand vous lui dites c'est à vous de vous engager, c'est à vous de dire, en fait, de démontrer la compatibilité de votre religion, et il vous dit nous n'avons pas à nous justifier. Est-ce que ça, c'est pas désespérant? Je ne comprends pas cette réponse. C'est ce que vous dites, oui. L'islam est un sujet inflammable aujourd'hui. Partir du principe que l'islam n'a pas sa place en France, c'est nier la réalité française. Il y a en France 4 à 5 millions de personnes, on ne connaît pas très bien le chiffre, qui sont musulmans, qui sont français parfois depuis plusieurs générations, qui pratiquent ou qui ne pratiquent pas. On ne va pas les virer. Ça n'a aucun sens, naturellement. Et d'ailleurs, le premier visage de la laïcité française, on l'oublie toujours, c'est la liberté de religion. La Déclaration des droits dit nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Le deuxième volet de la laïcité, et c'est à ça que vous faisiez allusion, c'est la primauté de la loi républicaine sur les préceptes religieux. Et c'est la raison pour laquelle je suis évidemment totalement convaincu que la charia n'a pas sa place en France. Or, nous assistons aujourd'hui à une espèce de radicalisation d'une partie de la religion musulmane. Pas de tous, mais d'une partie. Alors on peut appeler ça l'islam politique, ça va jusqu'à l'islam djihadiste et terroriste. Et celui-là, il faut le combattre avec la plus grande vigueur. Et ce que je dis, c'est qu'il appartient aux musulmans de France, qui sont des républicains, et il y en a, de le dire. Oui, mais à partir du moment où un modéré comme Tarek Obrouk, avec qui vous discutiez, qui justement semble plus ouvert, vous dit nous n'avons pas à nous justifier, ça veut dire que les plus radicaux eux-mêmes, là, vous en verront balader. Il faut les mettre devant leurs responsabilités. C'est ce qu'on a essayé de faire avec le Conseil français du culte musulman. Ça n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, on a un FORIF, le Forum des musulmans de France. Il faut continuer ce dialogue pour qu'ils assument leurs responsabilités. Je voudrais vous rappeler qu'on a eu exactement ce problème avec l'Église catholique. Pendant tout le 19e siècle, l'Église catholique refuse la République. Pour elle, l'origine du pouvoir est divine et c'est la monarchie. Il faut attendre Léon XIII et pas XIV dans une encyclique à la fin du XIXe siècle pour dire aux catholiques il faut maintenant vous rallier à la République et accepter la primauté de la loi républicaine. Mais c'est ce que vous dites. D'une certaine manière, nous avons le même combat à mener aujourd'hui avec l'islam. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ça, de ce qu'il a dit ici. Je suis très curieux d'avoir votre avis là-dessus. Oui, c'est assez partagé. Pas grand chose à dire en vrai, parce que de toute façon, pour moi, le problème c'est que si tu autorises un doigt, une main, autant autoriser tout le bras en fait, à un moment. Et le problème c'est qu'il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun truc. Et par rapport justement à la religion chrétienne là-dedans, dans ce qu'il dit, oui, ils les ont forcés à se plier à la République, mais à la base quand même, hein, ça a 2000 ans d'histoire. La République n'a même pas 2000 ans d'histoire. Hein. La République a 200 ans et c'est tout. Donc à un moment, même pas 250. Et à un moment, on ne peut pas comparer une religion qui a 2000 ans d'histoire avec une république qui a à peine 250. Bref. Ici, on a un racaillisé, un jeune racaillisé.
Je me suis retrouvé en face d'une juge absolument pas impartiale, agressive. C'était pas l'image que j'avais de la justice, mais ils ont juste renforcé ma détermination. Un étudiant de 19 ans placé sous contrôle judiciaire suite à son interpellation le 18 septembre. Vous allez voir la gueule de la jeunesse. Regardez bien cet énergumène. Écoutez bien sûr. Alors, du coup, moi, je suis un simple étudiant, donc un casier, rien à signaler. Et je me suis juste Déjà, il parle comme une racaille. Ça fait 6 secondes. J'ai l'impression de voir une racaille parler. retrouvé dans les manifestations le 18, donc. La manifestation s'était très bien passée. J'ai suivi les cortèges de manière très pacifique jusqu'à Nation. Et après, à Nation, on s'est fait sceller de manière totalement arbitraire. J'étais un tout petit peu éloigné du groupe et sans même aucune sommation. Déjà, vous remarquez aussi, pardon, hein, je coupe, mais il a 19 ans. Est-ce qu'il fait vraiment 19 ans? Moi, je lui donne 13 ans, 14 ans. Très bizarre. Très, très, très. Il y a eu 3 ou 4 filles qui sont tombées sur moi. Ils m'ont emmené et moi j'ai rien pu faire. Et alors que je ne représentais aucune menace, aucun comportement agressif, rien du tout. Et il s'en est suivi 24 heures de garde à vue, prolongation de 48 heures, un déferment au tribunal et comparution immédiate. Pareil, totalement injuste, injustifié. Et ils ont même menacé de réclusion temporaire le temps que je puisse être jugé en comparution immédiate, donc en prison. Alors que je le rappelle, j'ai manifesté de manière totalement pacifique, voilà, sans rien. On a vu hein, la manière pacifique dont faisaient preuve les manifestants quand ils manifestaient du coup le 18 septembre. On l'a vu. Montré dangereux. Voilà. Et du coup, est-ce que tu veux raconter comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui au tribunal? Aujourd'hui au tribunal, oui. Alors, j'ai été parfaitement coopératif et je me suis retrouvé en face d'une juge que je sens absolument pas impartiale, qui m'a parlé de manière très agressive alors que je répondais à chacune de ses questions de manière totalement formelle. Et voilà, c'est pas l'image que j'avais de la justice. Une justice impartiale, une justice aveugle. Et je l'ai senti totalement du côté de la procureuse et La procureuse, ça se dit ça? C'est très bizarre. Et voilà, ça fait peur pour l'avenir de mes autres manifestants, des autres collègues et puis même d'humains, quoi. Voilà. Et après ça, est-ce que tu as envie de continuer à te mobiliser du coup? Ah oui, ça, il n'y a pas de souci. Je suis absolument pas découragé. Ils ont même donné plus d'outils, plus de choses sur lesquelles se plaindre. Ils ont juste renforcé ma détermination et à mon avis celle de beaucoup d'autres. Et là, ça se voit bien qu'il y a plein de choses à changer. Et là, ça va pas du tout comment tout ça se passe. Voilà. Et comme dit ici le Braque, l'accent arabe, c'est pour lutter contre le capitalisme. Parce que putain, cette espèce d'accent de racaille qu'il a, le gosse là, c'est incroyable. Et enfin, on en arrive à la pépite, à la cerise sur le gâteau de la vidéo. Rima Hassan, qui aime les juifs. Oh, une histoire d'amour entre Rima Hassan et un juif. Regardez ça. Et il y a surtout une interconnexion, parce que par exemple, moi je consacre mon dernier chapitre à Rima Hassan, sur laquelle j'ai enquêté. Je suis allée à Niort, j'ai retrouvé des proches à elle. J'ai pu révéler notamment sa surappétence pour la question juive, l'amour qu'elle entretenait avec un jeune homme juif qu'elle cachait à sa famille, parce qu'il était juif et elle, sa famille, est de confession musulmane. Et surtout, je raconte comment elle prenait des cours aussi d'hébreu en secret, etc. Et à quel point elle rêvait. Et elle faisait tout pour pouvoir aller un jour en Israël. Mais Rima Hassan, 2014, ce qui l'a fait rompre avec ses liens, c'est quand elle va retweeter Alain Soral. Notamment, après, elle va retweeter Dieudonné, etc. Donc on voit quand même des convergences certaines dans des discours ultra radicaux. C'est fou, hein? Rima Hassan, qui avait un chéri juif pendant un temps, avec un juif, et qui maintenant en a une sainte horreur. C'est très bizarre. C'est vraiment très bizarre, très étrange. Et c'est la petite info rigolote et c'est là-dessus qu'on va se quitter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La petite Rima Hassan, hein, c'est une info croustifondante. Et oui, jusqu'ici, Nora Busini, donc c'est une autrice, autrice, je sais plus comment on dit, hein, justement, procureuse, voilà, qui est une auteuse qui fait un livre sur Rima Hassan, justement, et ses collusions, je crois, avec d'autres gens.
Bref, elle a fait un truc comme ça et justement, dans son travail de recherche, elle a été retrouver sa famille et voilà ce qu'on apprend, comme quoi elle avait un chéri, un amoureux, que dis-je, une âme sœur juive. Ça, c'est fou. Pour Rima Hassan qui les déteste à ce point, c'est fou. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux, à devenir membre payant de la chaîne à partir de 3, non, à partir de 99 centimes par mois. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.